Bienvenue à cette dernière conférence du cycle de conférences du Master en Innovation de l'Université de Neuchâtel, qui est la 10e conférence de l'année. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ce cycle de conférences est en fait organisé dans le cadre du nouveau Master en Innovation de l'Université de Neuchâtel, qui fait interagir les trois facultés de sciences humaines et sociales de l'Université de Neuchâtel, en sciences économiques, en droit et en sciences humaines et sociales, et qui a pour but de réfléchir au processus de développement, d'émergence et de diffusion des innovations de notre société, de leurs conséquences et de leurs causes aussi, sur le changement plus général de nos économies et de nos sociétés. Ce cycle de conférence est un événement particulier de ce cursus. Il a pour but de créer le débat. Alors le débat à deux niveaux. Un débat tout d'abord interdisciplinaire, un débat entre sciences économiques, technologie, sciences sociales, sciences humaines et droit, et aussi un dialogue en sciences et société. Donc l'objectif de ce cycle de conférences est de chaque fois choisir un enjeu technologique ou social, d'innovation, émergent aujourd'hui, et de discuter cette problématique ensemble, qui sont souvent des problématiques émergentes, et qu'il s'agit aussi de discuter en perspective d'un avenir commun. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adi Takalbatay, qui nous parlera de crypto-monnaie, de Bitcoin et de développement régional. Merci. C'est le challenge qu'on lui a imposé, mais aussi une opportunité pour nous. Cette conférence s'inscrit aujourd'hui dans le cadre d'un événement plus large, international, qui est les repas du coin, organisé par l'association Le Cercle du Coin, présidée par Adi Takalbatay, et dont de nombreux représentants sont aujourd'hui présents à Neuchâtel, et aussi dans le cadre d'un autre événement crypto-monnaie dans le canton de Neuchâtel, qui est le Komodo Meetup, une autre crypto-monnaie, un peu moins connue que celle du Bitcoin. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'était le challenge, c'était de faire dialoguer les spécialistes de la crypto-monnaie, du Bitcoin et des blockchains, selon... il y en a plein dans la salle. Il y en a plein dans la salle, mais il y en a aussi d'autres, comme je peux le voir. Par rapport aux enjeux de l'économie réelle, et on a ajouté l'économie réelle des régions, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, bien qu'il semble avéré que les bitcoins, les crypto-monnaies, les blockchains et tous ces vocabulaires soient aujourd'hui plus qu'un effet de mode, soit quelque chose de sous-jacent, beaucoup plus fondamental, et qui déterminera certainement notre avenir plus tard. Alors cet avenir est largement ouvert. Il existe aujourd'hui une certitude, c'est que le Bitcoin a une valeur principalement monétaire. Est-ce qu'il en aura demain ailleurs que dans le cercle de la monnaie? Est-ce qu'il en aura pour les régions, pour les transactions, pour les entreprises, pour les commerces locaux, pour le financement de différentes activités d'innovation, etc., etc. C'est un peu la discussion qu'on vous propose aujourd'hui. Nous avons aussi, pour cette dernière conférence de l'année, le plaisir d'avoir le soutien à cette dernière conférence du canton de Neuchâtel. Et je salue Jonathan Karakash, conseiller d'État et chef du département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, direct, qui nous fera une brève introduction. Voilà. Donc, je pense qu'afin de respecter le timing, je vais tout de suite lui céder la parole en le remerciant de son soutien. Pendant qu'il se déplace, je profite aussi de remercier les différents soutiens pour cette conférence en particulier. Alors je souligne le soutien que nous avons eu tout durant l'année de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, qui a relayé nos conférences et qui les a promues. Je remercie aussi le canton de Neuchâtel et Microcity pour l'innovation qui ont soutenu l'événement du repas du coin, et dans le cadre aussi de laquelle cette conférence s'inscrit, Crypto Union, Bitcoin.com et Adenode. Voilà, et je remercie aussi bien naturellement l'Université de Neuchâtel qui a donné aussi son soutien et qui offrira l'apéritif qui sera offert à la fin de cette conférence. Sans plus tarder, je remercie Jonathan Karakash et lui cède la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir
partager cet après-midi avec vous. J'aimerais, pour commencer, remercier les organisateurs, ceux qui nous permettent d'être réunis ici, donc Komodo Meetup, le Cercle du Coin, l'Université de Neuchâtel, et puis les acteurs régionaux du domaine de la blockchain, pour tout ce qui s'est organisé aujourd'hui, ici et en parallèle ailleurs dans le canton. Vous avez réussi à susciter un intérêt marqué par le thème que vous avez choisi d'aborder en cet après-midi ensoleillé, après avoir partagé pour beaucoup d'entre vous un moment agréable sur un bateau. Franchement, chapeau, hein. Il faut le faire. Généralement, les vendredis après-midi de beau temps, comme ça, on fait plutôt le mouvement inverse. On sort des auditoires pour aller au bord du lac et pour boire l'apéritif. Donc, la preuve que le thème passionne, et à juste titre, il passionne parce que, évidemment, on est face à une technologie ou un ensemble de technologies qui vont permettre des avancées majeures, non seulement dans l'organisation de notre économie et de nos chaînes de valeur, mais aussi de la société plus généralement. En tout cas, c'est comme ça qu'on envisage, peut-être aussi du fonctionnement des institutions politiques, qui sait. Donc on est évidemment intéressé à réfléchir ensemble, à en apprendre davantage et puis à échanger. Voilà, vous le savez, moi je suis ministre ici en charge de l'économie dans ce canton de Neuchâtel. Alors, comme on a la chance d'accueillir non seulement de nombreux Neuchâtelois, mais aussi beaucoup d'amis venus d'ailleurs, je peux profiter de dire quelques mots sur ce canton. C'est un job que je fais régulièrement comme ministre de l'économie. Donc Neuchâtel, qu'est-ce qui nous différencie du reste du monde? En quoi est-ce qu'on est un peu particulier ici? Alors Neuchâtel, c'est vrai que historiquement, c'est un canton industriel, exportateur, producteur de richesse et d'innovation, et qui a la caractéristique d'être ouvert au monde et aux idées nouvelles. Et ça, c'est un peu les marqueurs de l'identité neuchâteloise. Quand je dis qu'on est industriel, c'est vrai qu'en Europe, on est une des seules régions qui a vu son industrie se développer sur les 30-40 dernières années. Donc on a aujourd'hui plus de jobs industriels qu'il y a 2 générations, ce qui est quelque chose de très particulier dans un continent qui a plutôt une tendance à perdre son industrie. Donc on a cette chance ici d'avoir gardé un savoir-faire qui nous permet de créer des richesses réelles. Ces richesses, on les exporte sur la planète entière. On est un canton qui exporte pour plus de 100 000 francs, euros par habitant et par année. C'est phénoménal. C'est lié évidemment à l'horlogerie, mais aussi à l'émergence d'autres secteurs. Aujourd'hui, le premier secteur d'exportation en valeur du canton de Neuchâtel, c'est le pharmaceutique. Comme quoi, les clichés, puisque, bon, peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas de Suisse, vous ne le savez pas, mais Neuchâtel, c'est vraiment le cœur de l'horlogerie suisse. On a le quart de tous les emplois de l'horlogerie suisse ici. Et donc, il n'y a pas une montre mécanique qui sort de Suisse sans avoir un peu de Neuchâtel à l'intérieur. Donc ça, c'est des éléments marquants de notre identité en Suisse. On produit des richesses, je le disais. Donc voilà, ça contribue à la prospérité du pays, mais aussi des innovations. C'est un canton qui est très innovant. Évidemment, pour faire une industrie dans un pays cher comme la Suisse, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de faire la course en tête, donc de produire des choses que les autres ne font pas encore, ou alors qu'ils font autrement. Ce qui amène assez naturellement Neuchâtel à jouer un rôle de leader. On est par exemple le canton en Suisse dans lequel on dépose le plus de brevets par habitant. C'est évidemment une grande fierté pour nous, mais ça traduit une réalité, un besoin. Une autre caractéristique de ce positionnement à la tête de l'innovation, principalement dans les technologies effectivement liées à l'industrie de haute précision, c'est qu'on est embarqué quelque part dans toutes les grandes aventures technologiques de pointe. Quand il faut aller explorer la planète Mars et puis ramener des images de Mars, ben, on a des caméras neuchâteloises on board. Quand il faut faire voler un avion solaire, on a des panneaux solaires neuchâtelois qui haute performance qui sont là. Et puis quand il faut soigner quelqu'un pour prolonger sa vie en lui créant un implant intelligent, eh bien, on aura aussi de la technologie neuchâteloise à l'intérieur. On va bientôt développer ici des muscles artificiels. Ça devrait être les premiers muscles artificiels au monde prochainement ici. Donc voilà, ce positionnement-là, on l'assume pleinement. Mais j'aime bien rajouter aussi que Neuchâtel a cette caractéristique d'être ouvert au monde et aux idées nouvelles, pas seulement en matière technologique. Et c'est vrai qu'on a une histoire d'ouverture qui ne date pas d'hier. On est par exemple un canton qui a octroyé le droit de vote aux étrangers il y a plus de 150 ans. C'est quelque chose qui est rare,
très rare dans le monde, et alors unique en Suisse, à n'en pas douter, mais qu'on cultive avec fierté. Et puis, ouvert aux idées nouvelles, au-delà de la technologie, on a eu des grands scientifiques, des grands penseurs qui ont influencé la construction de l'Europe, des gens qui ont influencé les arts, l'architecture, et donc on est une terre dans laquelle on aime finalement bien les gens qui pensent à côté, les gens qui amènent des idées nouvelles et puis qui nous font voir le monde autrement. Je crois que c'est une caractéristique qu'on doit cultiver. C'est tout un écosystème qui est en fait en perpétuelle remise en question, et puis on essaye d'avancer, et du coup ça nous intéresse forcément. Du coup ça nous intéresse beaucoup, tout ce qui se passe autour de la blockchain, des crypto-monnaies. C'est évidemment passionnant parce qu'on se rend bien compte que ça va bouleverser, comme je le disais, les chaînes de valeur, que c'est une innovation de rupture, c'est aussi un mouvement de décentralisation du pouvoir, dans un monde où le pouvoir est vraiment trop centralisé. Aujourd'hui, quand on voit ce que font les gens qui sont au centre du pouvoir à travers la planète, on se réjouit d'une plus grande décentralisation du pouvoir. Ça nous rassurerait toutes et tous. Et de ce point de vue-là, on peut espérer que les technologies amenées nous aident à décentraliser ce pouvoir. C'est d'ailleurs assez suisse comme attitude d'un pays fédéral qui est construit plutôt dans une logique bottom-up, et on laisse les gens d'abord s'organiser pour résoudre leurs problèmes avant d'éventuellement envisager d'intervenir à un autre niveau. Alors nous, on est content de pouvoir envisager une décentralisation du pouvoir, non seulement politique, je l'évoquais en filigrane, mais aussi économique, par rapport aux GAFA qui s'approprient nos données et donc qui les valorisent aussi financièrement. Ça nous intéresse évidemment de pouvoir nous protéger comme individus et de pouvoir aussi jouer notre rôle dans la construction de ces nouvelles chaînes de valeur qui se mettent en place. Donc c'est un enjeu pour les entreprises, c'est un enjeu pour les citoyens. Et on a envie de faire partie de ce mouvement aussi pour contribuer à faire en sorte que ces technologies soient mises au service de l'humanité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire à quoi ça sert, on va le découvrir bien davantage que je ne pourrais le faire, mais vous dire que nous, de notre côté, on est vraiment très motivés à pouvoir interagir, en apprendre davantage et aussi nous mettre à jour, c'est-à-dire d'organiser nos conditions cadres et l'organisation du système public de manière à pouvoir être un acteur de ces évolutions qu'on souhaite pouvoir accompagner plutôt que de rester à les observer, à les subir, comme c'est parfois malheureusement le cas. Ce n'est pas du tout l'attitude qui est la nôtre aujourd'hui. Donc merci beaucoup de nous offrir cette conférence. Et puis on est dans un canton, je vous disais, très horloger. On sait à quel point le temps est précieux, donc je ne vais pas abuser davantage du mot. Merci, Monsieur Karakash. Alors maintenant, sans plus attendre, je vais céder la parole à Adli Takalbataï, mais sans faire quand même une brève présentation de notre orateur aujourd'hui, qui est vraiment une chance pour nous, une opportunité du fait que le repas du coin avait lieu aujourd'hui à Neuchâtel et de sa présence ici. Pourquoi une telle opportunité, pourquoi une telle chance de l'avoir aujourd'hui? Alors, Adli, que je vais tutoyer, a coécrit ce livre qui s'appelle Bitcoin, la monnaie ancestrale, et que je ne peux que conseiller à toute personne francophone, je dirais de background sciences humaines et sociales, de lire, parce que Adli a fait, avec Jacques Favier, aussi secrétaire du Cercle du Coin, a fait un travail de fond, et je ne dirais pas de vulgarisation, mais de mise en compréhension des enjeux sous-jacents, économiques, sociaux et institutionnels, donc les trois piliers de notre Master Innovation, sur les questions qui se posent aujourd'hui, l'actualité et aussi les questions futures qui s'y posent. Donc je ne peux que conseiller ce livre à toute personne qui serait intéressée à en savoir un peu plus sur les crypto-monnaies, en espérant qu'il arrivera à le résumer, bien sûr, en une trentaine de minutes, voire un peu plus. Je rappelle un peu le concept de cette conférence. L'idée, c'est d'avoir la moitié de la conférence qui est consacrée à une présentation qu'on appelle input,
et d'avoir encore une 45 minutes environ, donc pleinement le temps pour les débats. Donc l'idée, et le challenge aussi qu'on a donné à Adi, c'est de poser les bases d'une discussion plus que de nous faire l'explication des choses. Donc je te remercie encore. Et, merci à toi. Et je te cède la parole. Merci à l'université. Alors, mais pour procéder de la sorte, justement, pour faire en sorte qu'on puisse discuter après, alors moi je vais faire une petite introduction de ce qu'est Bitcoin, tout ce qui a suivi Bitcoin, c'est-à-dire tous les protocoles de la blockchain, tout ce nouvel écosystème, le décrire un petit peu et le débroussailler un petit peu, pour après parler de quelques ouvertures, quelques cas d'usage, pour justement se mener un chemin vers la discussion concernant les opportunités, concernant tout cet écosystème. Donc d'abord, Bitcoin, c'est avant tout un objet multiple. C'est-à-dire que pourquoi Bitcoin est si insaisissable, pourquoi Bitcoin est si difficile à caractériser et pourquoi il peut déranger, parce qu'il n'est pas simple, c'est un objet complexe et multiple. Alors on va voir pourquoi. Tout d'abord, l'histoire qui mène à Bitcoin, elle est très très longue. C'est un produit de beaucoup de recherches. Alors, dès les années, là je commence en 97, pour justement ancrer entre guillemets ce parcours historique dans la technique, mais avant cela, dès les années 80, il y a des gens qui essaient de faire des monnaies numériques. Ça c'est quelque chose qui travaille l'esprit de beaucoup d'ingénieurs assez rapidement. Et donc pour Bitcoin, il faut bien penser, ça je ne vais pas forcément le décrire très précisément, mais il faut bien penser que c'est un cheminement de pensée, un cheminement de technologies qui vont mener à Bitcoin. Bitcoin n'est pas une technologie en soi, Bitcoin est l'assemblage de technologies. Et finalement, ce qu'on voit là, Hashcash, c'est une partie de la technologie. Dans Bimoni, Waida, il va y avoir aussi une petite brique technologique ajoutée. Et de fil en aiguille, avec le bon assemblage, on va arriver à Bitcoin. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, l'idée, c'est que on a pris plus de 20 ans, voire plus de 30 ans pour réussir à arriver à Bitcoin. Ce qui en fait un objet non mature, parce qu'il n'a que 10 ans, mais mature en termes de réflexion. Toute cette réflexion monétaire autour du monnaie numérique, elle a des fondations assez vieilles. Donc en 2008, Bitcoin apparaît avec Satoshi Nakamoto, qui écrit un papier qui s'appelle Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, et qui est littéralement la description de ce qu'est Bitcoin, qui sera implémenté plus tard en janvier 2009. Donc d'où ça vient? Parce qu'on a dit que le passé de Bitcoin, il est fort, il a au moins 20 à 30 ans. Donc d'où ça vient? Eh bien ça vient de la société du cyberespace. Ça veut dire que dès que dans les années 90, on commence à avoir Internet qui se généralise un peu plus, il y a des penseurs du cyberespace qui apparaissent, et on va véritablement réfléchir sur quelle fondation politique, sur quelle fondation idéologique doit se fonder ce nouvel espace, qu'est le cyberespace. Et on va se dire que finalement, on a un nouveau modèle qui semble marcher de manière décentralisée. On a un nouveau modèle où finalement, il y a un renversement des valeurs, où la vie privée devient primordiale, où la liberté devient primordiale. Et pour la première fois, elle s'exerce vraiment. C'est-à-dire que je veux créer un site web, je peux. Je veux divulguer une idée, je peux. Je veux la communiquer, je peux. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un pour exister sur Internet. Et ça, c'est une des premières fois qu'on a ce renversement politique-là. Donc Bitcoin vient bien de ces racines-là qui mettent en avant la liberté et la vie privée, notamment théorisée par le courant cypherpunk, qui va vraiment mettre en avant l'importance de la vie privée à l'aune d'Internet et l'importance de réussir à s'émanciper finalement des pouvoirs régaliens et d'entamer une sorte de nouvelle révolution, une révolution dans le sens un 180, un renversement par rapport aux valeurs habituelles. Et donc on va avoir, Bitcoin va s'inscrire dans totalement ce qui peut s'interpréter comme une réaction au système actuel, notamment aux crises systémiques, le fait que depuis pas mal de temps, on a des monnaies qui ne reposent entre guillemets sur rien si ce n'est les États qui les garantissent, mais on a accès à la monnaie centrale qu'en très faible quantité. Et donc là, il y a vraiment une réaction qui dit on va de nouveau faire une monnaie qui est entière, qui est pleine en quelque sorte, on va avoir une monnaie comme l'or dont il n'y aura pas de représentation multipliée comme les réserves fractionnaires. Enfin, on va se dire, on n'a plus besoin d'avoir d'État ou de banque pour réussir à échanger. On a fait plus ou moins la même chose avec la Poste. Hein. La Poste était très souvent des services plus ou moins publics, qui après sont devenus des services privés. Puis après, avec un mail ou avec des services de communication actuels, finalement, tout le monde peut communiquer sans avoir besoin d'un État.
Enfin, il y a aussi tout l'intérêt d'avoir un système monétaire qui est uniquement numérique, c'est qu'il est accessible à tous très facilement. Là où je suis dépendant de l'endroit où je suis pour accéder à une monnaie, c'est-à-dire que si je suis né en Europe, il y a de grandes chances que j'utilise l'euro et que je n'ai pas le choix d'utiliser notre monnaie, et bien là, avec un système qui est totalement numérique, où que je sois dans le monde, je peux me rattacher à ce système-là, je peux me rattacher à cette communauté, je peux me rattacher à ce réseau. Et ça, c'est une force incroyable. C'est-à-dire qu'on superpose deux mondes, qui sont le monde physique dans lequel on vit, qui est marqué par des vérités territoriales, et le monde du cyberespace, qui lui va finalement se superposer à ce monde-là, mais qui ne connaît aucune limite. Et Bitcoin s'inscrit bien dans le cyberespace. C'est-à-dire que vos Bitcoins, vous les avez jamais vraiment sur vous. Ils sont dans un espace qu'on ne peut pas toucher, ils sont dans un espace qu'on pourrait définir comme la Lune, ils ne sont pas sur Terre, parce qu'ils sont partout en même temps. Donc finalement, on est face à un nouvel objet, et ce cyberespace va faire naître finalement Bitcoin. Et enfin, il y a toute la logique de libéralisation des intermédiaires, dans le sens où il y a un vrai désir de ne plus devoir reposer sur des institutions tierces ou sur des tiers, mais d'essayer de pouvoir faire les choses en pair à pair. Et ce n'est pas que pour des soucis de corruption ou de censure, mais aussi de sécurisation. Ça veut dire que plus un réseau va être en pair à pair, plus il va avoir une sûreté forte. Et donc voilà, Bitcoin arrive dans cette société-là avec plein de nouveaux codes, plein de nouveaux penseurs qui sont beaucoup plus horizontaux et beaucoup plus orientés sur la vie privée et sur la décentralisation. Et donc c'est pas un hasard si toutes ces caractéristiques vont se retrouver petit à petit dans toute cette économie. Donc Bitcoin, je disais, c'est un objet multiple. Alors là, c'est extrêmement important. Je dirais que c'est presque le moment le plus important du début, c'est que Bitcoin est un protocole. Et ça, c'est absolument capital de le comprendre. Pourquoi un protocole? Il faut absolument se focaliser sur la force d'un protocole. Parce que les protocoles, c'est ce qui nous permet de nous envoyer des mails, quel que soit le fournisseur de mails par lequel on passe. Les protocoles, c'est ce qui nous permet de surfer sur n'importe quel site web, quel que soit le navigateur, quel que soit l'objet avec lequel on surfe. Et ça, c'est extrêmement important. Les protocoles, finalement, c'est des systèmes de règles destinés aux ordinateurs pour normaliser leurs échanges d'informations. Et c'est absolument capital. Ça veut dire que c'est avec les protocoles qu'on va réussir à avoir des modèles interopérables sur lesquels on va tous pouvoir s'appuyer pour construire des choses. Notre alphabet est un protocole. L'alphabet latin tel qu'on le connaît est un protocole. Et donc là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un protocole monétaire, libre et utilisable par tous, et qui va fonctionner grâce à l'implication de tous. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est-à-dire qu'on a fait plein de protocoles différents, mais on n'avait pas de protocole monétaire qui nous appartient à tous. Et donc, pour la première fois, on y arrive. Et donc, on peut penser que le protocole n'est qu'une première étape. C'est-à-dire qu'on a un protocole monétaire, mais pour l'instant, il est très brut. C'est-à-dire que Bitcoin a un aspect assez brut. Il n'y a pas énormément, pour l'instant, de services. Il n'y a pas énormément d'expérience utilisateur appréciable pour n'importe qui. Mais en tout cas, on a un protocole sur lequel on va pouvoir construire des choses, tout comme on construit une langue, où on construit une écriture avec un alphabet. Donc, et enfin, un protocole, d'autres facteurs importants, ça veut dire que ça va être une implémentation libre. L'alphabet, tout le monde le connaît, il n'appartient à personne. Bitcoin, c'est pareil, son code, tout le monde le connaît, tout le monde peut y accéder, et il n'appartient à personne. Et finalement, ce qui va le faire évoluer, c'est son consensus. Et le langage, c'est exactement pareil. Le langage, ce qui fait évoluer le langage, c'est pas l'académie, c'est le consensus. L'académie, elle est prescriptive, mais en fait, elle ne fonctionne pas en tant qu'institution prescriptive. Elle fonctionne en tant qu'institution descriptive. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle est obligée d'admettre que ce terme rentre dans le dictionnaire, même s'il ne lui plaisait pas à l'origine. Parce que le consensus l'a adopté. Mais pour Bitcoin, c'est pareil, mais en termes monétaires. Et enfin, qui dit protocole dans le cas de Bitcoin dit réseau, et qui dit réseau dit communauté et matériel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défaire finalement Bitcoin et tous ces protocoles-là du réseau qui les entoure et de la communauté de personnes qui les entourent. C'est la communauté de personnes qui va faire la valeur du réseau, c'est la communauté de personnes qui va l'enrichir, et c'est cette communauté qui va en faire sa force. Et enfin, Bitcoin, c'est aussi une unité. Donc là, c'est plus simple, là, c'est juste une unité de compte, donc des jetons qui vont être infalsifiables, transférables, conservables, limités, ça c'est une des caractéristiques de Bitcoin, qui vont avoir une valeur parce qu'on va leur conférer de la confiance. Et enfin, ils sont inscrits sur un livre de compte, la blockchain. Donc là, vous voyez que la blockchain n'est qu'un élément. On va y revenir plus tard. Donc finalement, Bitcoin revient en termes économiques à des principes assez anciens, avec un modèle
modèle de matière première. C'est-à-dire qu'au début, l'or, finalement, on se penchait dans un fleuve, plus ou moins, et on trouvait de l'or. Maintenant, il faut forer à 4 km. Bitcoin, c'est le même modèle. Au départ, ça va être très facile à trouver, puis petit à petit, ça va être plus dur à trouver. Et on a une quantité limitée. Mais ça, c'est des facteurs qui sont propres au protocole Bitcoin. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des protocoles, parce qu'on en connaît la fin finalement, et on en connaît la structure, et il va pouvoir y avoir d'autres protocoles semblables à Bitcoin qui vont adopter d'autres politiques monétaires. On a des jetons, ça c'est une autre particularité intéressante, qui sont épigraphiques, ça veut dire qu'on peut écrire dessus. C'est comme si on pouvait finalement laisser sa trace sur chaque pièce qu'on touche. Donc Bitcoin n'est pas vraiment fongible, on peut différencier potentiellement deux Bitcoins parce qu'ils vont avoir une histoire différente. Parce qu'on va pouvoir suivre ce qui s'est passé sur le livre de compte pour tel ou tel Bitcoin. Et donc on a finalement une transparence totale et une possibilité d'écrire l'histoire de la monnaie. Pour la première fois, on a une monnaie sur laquelle, enfin pas pour la première fois parce qu'il y a eu des monnaies sur lesquelles on a pu écrire et on a pu avoir des traces, notamment avec les chèques avec endo, ce genre de choses. Bitcoin marche un peu comme un chèque avec endo qu'on se transmet à l'infini. Et là, en fait, l'idée c'est d'avoir une monnaie qui va avoir une écriture qui va être consultable par tous, qui va être vérifiable par tous, et dont on va pouvoir lire l'histoire pour s'assurer de la fiabilité finalement de ce courant historique et de tous ces transferts. Donc on a également des points, tous ces points ça pose problème concernant la validité de Bitcoin. Enfin après là pour le coup je trouve qu'en Suisse c'est quand même plus avancé qu'en France. En France on a énormément de difficultés à le classer parce qu'il est multi-usage comme je disais, il est protéiforme, donc on est toujours balancé entre la monnaie, ses représentations écrites, donc ça pourrait représenter un titre, ça pourrait représenter autre chose, ou bien en tant qu'actif spéculatif, etc. Donc on a toujours ce problème de Bitcoin qui est protéiforme. Et peut-être qu'il faudrait le considérer comme tel tout simplement. Et enfin, en termes économiques, il est extrêmement pratique parce qu'il est mondial, instantané, plutôt bon marché. Ça peut être discuté actuellement parce qu'il y a un engorgement du protocole qui commence à être résolu et qui fait que les frais de transaction sont montés assez haut. Et il est sûr. Ça par contre, on a un réseau qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 10 ans. Ce qui est mieux que n'importe quelle instance d'un GAFA. Donc on a quand même quelque chose de très très solide qui est juste entretenu par des agents autonomes finalement. Ça c'est une énorme force. Donc comment ça marche très rapidement? C'est un subtil équilibre de plusieurs technos. Il y a la cryptographie asymétrique, comme je vous disais, le Bitcoin c'est pas une technologie, c'est plusieurs technologies qui vont être agencées avec un tel équilibre que ça va bien fonctionner et ça va fonctionner durablement. Et donc on a la cryptographie asymétrique, des fonctions de hachage et du pair à pair. Donc finalement on a un réseau qui est sûr, ce que je vous disais, grâce aux clés et aux signatures qui sont garanties plus ou moins par les recherches en cryptographie. On a un réseau qui est résistant et incensurable parce qu'il est décentralisé et parce qu'il a aussi des règles dans son consensus qui permettent de s'assurer qu'on ne va pas pouvoir payer par avance tel ou tel intervenant pour aller dans tel ou tel sens. Ça c'est très fort d'avoir un réseau incensurable également. C'est pour ça que Julian Assange ou d'autres s'en sont servis parce que quand PayPal vous coupe les vivres, quand le système bancaire vous tourne le dos, vous pouvez toujours utiliser Bitcoin. C'est également autonome grâce au minage, ça veut dire qu'il y a assez d'intérêt pour que le réseau s'entretienne de lui-même. Ça c'est extrêmement important. Parce que pendant très longtemps, les 2 dernières années, on a essayé de totalement séparer la logique de token et de protocole à blockchain. On parlait de blockchain comme s'il n'y avait pas besoin de token, alors que c'est essentiel pour qu'il y ait un intérêt suffisant pour que des gens sécurisent le réseau et que celui-ci soit autonome. Si le réseau n'est plus autonome, il perd quasiment tous ses avantages d'incensurabilité, etc. Donc on perd énormément de gains à ne pas avoir de token et à ne pas avoir un token valorisé, un jeton valorisé. Et donc enfin, il est fiable, transparent et immuable grâce à sa blockchain qui est distribuée parmi tous les acteurs du réseau et qui garde en trace tout ce qui se passe. Donc ça, c'est juste une petite photo pour vous illustrer, pour ne pas oublier que derrière le réseau, parce qu'on est vraiment dans une époque où on parle de cloud à longueur de journée, on a tendance à oublier la matérialité de tout ça. Donc on a bien du matériel derrière, on a des immenses data centers, notamment beaucoup en Chine, qui vont miner du Bitcoin, qui vont sécuriser le réseau. Donc il ne faut pas oublier que ça existe, il y a des gens derrière, c'est pas non plus on n'est pas dans une entité sortie de nulle part qui ferait tourner ce truc-là, on a plein de gens dans le monde qui se mobilisent. Je crois que là, dernièrement, on est autour de 8000 nœuds Bitcoin, entre 6000 et 8000 nœuds.
Donc on a au moins 6 ou 8 000 points d'entrée de Bitcoin à travers le monde, des gens qui font tourner un client Bitcoin pour entretenir le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, je vais en parler rapidement parce qu'on va revenir après plus particulièrement pour la région. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Avec Bitcoin, on peut ouvrir un compte, on peut avoir voilà, des usages monétaires et extra-monétaires. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui le rend protéiforme. Donc, on va pouvoir ouvrir un compte avec une connexion Internet, on va pouvoir ouvrir des comptes communs très simplement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais essayez d'ouvrir un compte en France dans une banque avec un Japonais, un Péruvien et un Éthiopien. Bonne chance. En termes de due diligence, vous allez avoir ça de papier. Alors qu'avec Bitcoin, en quelques clics, vous pouvez ouvrir un compte à plusieurs avec un quorum spécifique, des comptes 2 personnes sur 4, etc. C'est par exemple ce qu'on utilise avec l'association depuis maintenant 2 ans et demi, ça marche très bien. Donc c'est extrêmement facile et on trouve un consensus entre nous. Donc ça c'est peut-être le début de la relocalisation, la reterritorialisation des usages de Bitcoin. C'est-à-dire qu'avec ce genre d'usage, on va pouvoir définir un périmètre entre plusieurs pairs et dire nous on va s'entendre sur ces règles-là. Au sein du cercle, c'est ce qu'on fait. On a un portefeuille à 3 personnes, le président, le secrétaire et le trésorier. Et il va falloir qu'il y ait 2 signatures sur 3 pour déverrouiller les fonds. Et là, finalement, on relocalise ce qui est Bitcoin au sein de notre association. Après, il y a plein d'autres choses. Alors, on peut programmer la monnaie. La première programmation de la monnaie, c'est finalement la transaction. Le fait de faire une transaction, c'est déjà programmer la monnaie. Ça veut dire que vous transmettez un ordre au réseau qui va l'exécuter finalement et entre guillemets, exécuter votre transaction de la bonne manière. Vous allez juste envoyer du code au réseau et l'ensemble du réseau va l'exécuter. Mais après, on va pouvoir faire des choses bien plus complexes. On va pouvoir faire du crowdfunding. Alors ça, c'est juste pour donner un exemple, mais on peut faire du crowdfunding de manière totalement décentralisée. Avec justement, en donnant des ordres au réseau. Qu'est-ce que c'est que du crowdfunding? C'est si ce palier est atteint, libère les fonds. Le but du crowdfunding, c'est que les gens ne se barrent pas avec la caisse pour aller faire des fêtes. Donc on peut très bien dire dans Bitcoin, en plus de la libération, on va bloquer les fonds mois par mois, et comme ça on pourra les distribuer que mois par mois par rapport aux besoins réels des gens qui veulent effectuer ce crowdfunding. Et ça on peut le faire aussi. Et on peut dire, en plus de mois par mois, ils vont obtenir ça dans un portefeuille où les 6 personnes du projet vont devoir être à l'unanimité pour pouvoir dépenser des fonds. Et là, tout cela, on pourra le faire sans aucun tiers. On pourra programmer toutes ces opérations par avance. Et si les conditions ne sont pas réunies, soit l'argent est rendu aux personnes, soit il est bloqué, ce qui serait un peu absurde. Donc dans ce cas-là, il serait plutôt rendu aux personnes. Mais en tout cas, on va pouvoir effectuer comme ça de fil en aiguille avec des conditions assez simples, des contrats bien plus complexes. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher énormément de complexité dans les contrats. Vous voyez que là, les conditions sont simples. Hein. Si cette somme est dépassée, au bout de combien de temps on peut débloquer et combien sont les personnes qui peuvent et comment doivent-elles être pour libérer les fonds. Après, il y a les preuves d'existence. Ça, c'est intéressant, on en reparlera notamment au niveau des brevets. Mais si Neuchâtel est une région de brevets, pour le coup, avec Bitcoin et avec les autres blockchains, on va dire totalement publics, on a vraiment un excellent outil pour tamponner. Pour la première fois, on a un tampon fiable et viable et universel qui n'est pas le tampon d'un tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux, en France en tout cas, si je veux déposer un brevet, je vais devoir aller à l'INPI. Alors l'INPI, ils sont peut-être très bien pour me conseiller dans la manière de faire mon brevet, mais cependant, leur tampon, désormais, n'a pas plus de validité que le tampon que j'émets à travers ce réseau et qui va être reconnu par 8000 personnes tout autour du monde. Et ça c'est une force incroyable parce que dans Bitcoin, vous pouvez inscrire des empreintes uniques d'un fichier et les attacher à une transaction. Et avec ça, vous pouvez prouver que vous êtes le premier à avoir écrit ce papier ou avoir fait cette machine, en tout cas si vous l'avez pris en photo ou quelque chose comme ça, enfin comme un brevet en tout cas. Mais vous allez pouvoir déposer un brevet tout seul. Alors, peut-être que l'aspect technique du brevet et juridique, lui, aura encore besoin de conseillers, mais en tout cas, le tampon, on en a plus besoin. Et c'est en ce sens-là que je parlais de libéralisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une disparition des tiers, parce qu'on a quand même besoin de régler des conflits entre humains, on aura toujours des conflits, mais en tout cas, pour la première fois, le tampon s'universalise et devient propriétaire de tous. Bon, il a voté, ça on en reviendra, les microtransactions, les assets personnalisés, on reviendra à tout ça plus tard quand on sera sur la région. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle cosmologie. C'est-à-dire qu'on a des réseaux horizontaux et autonomes au consensus décentralisé. Et je rajouterais même dont le registre est distribué. C'est-à-dire que le consensus
pour l'instant, il n'est pas distribué, ce n'est pas tous les acteurs du réseau qui participent au consensus directement. Hélas, c'est uniquement les mineurs, ceux qui vont donner de la puissance de calcul. Mais en revanche, le registre, lui, la blockchain, elle est distribuée parmi tous ceux qui le souhaitent. Donc tout le monde peut avoir accès, par contre, à ce qui se passe, tout le monde peut lire ce qui se passe dans les archives de Bitcoin. Mais tout le monde ne peut pas garantir les écritures. Peut-être on y arrivera un jour d'avoir un consensus qui est totalement horizontal, pour l'instant il est décentralisé, donc c'est quelques acteurs, du moins ceux qui donnent de la puissance, qui peuvent avoir ce privilège, entre guillemets, de sécuriser et d'inscrire les nouvelles données dans la chaîne. Mais par contre, c'est vrai que les réseaux, eux, sont horizontaux parce qu'ils sont vraiment sur une logique où chacun peut y accéder. C'est-à-dire que pour accéder au consensus, j'ai besoin de donner la puissance de calcul, mais tout le monde peut donner la puissance de calcul sans distinction. Et autonome parce qu'il y a besoin d'une intervention de personne pour qu'il continue de vivre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas besoin d'une motivation supplémentaire au réseau lui-même. C'est-à-dire que les mineurs vont miner parce qu'ils vont gagner de l'argent en minant, et de ce fait, ils vont contribuer à la sécurité du réseau et n'auront aucun intérêt à détruire le réseau qui est leur gagne-pain. Donc on a vraiment un équilibre à ce niveau-là. Et enfin, donc on avait Bitcoin et puis arrivé plein d'autres protocoles, on avait tout un écosystème, et je voulais rapidement parler des blockchains parce qu'on a beaucoup parlé de la technologie blockchain, de la blockchain, etc. Et je voulais parler de quelques points à ce niveau-là, et notamment montrer que c'est un vrai fourre-tout. Quand on dit la blockchain, on parle de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que la blockchain, c'est juste un registre, un livre de compte entre tous les pairs qui va être distribué parmi ces réseaux-là. Mais il peut y avoir plein de variantes. Alors il y a des points communs, c'est vrai, on peut trouver des points communs, mais ce n'est qu'un élément finalement de ces réseaux-là, de ces protocoles-là. C'est juste là où on inscrit les choses. C'est généré finalement par le protocole qui, au fur et à mesure du temps, va écrire les nouvelles données concernant le réseau. Donc on a des points communs, là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas on a énormément de variantes. On a une blockchain qui peut être ouverte, fermée, on a même des blockchains sans bloc maintenant. Ça paraît presque un peu ironique d'avoir des blockchains sans bloc comme IOTA, où c'est des transactions qui sont liées directement entre elles. On a des langages de programmation différents, des libertés différentes laissées aux développeurs et aux personnes qui effectuent des transactions sur le réseau. On a de la transparence ou pas. Là où Bitcoin est totalement transparent, enfin il est pseudonyme, mais en tout cas tout ce qui s'y passe, on peut le constater. Sur Monero ou sur d'autres chaînes, on va avoir des chaînes qui sont totalement opaques, on ne sait ni les montants, ni les personnes qui échangent. Donc ça c'est un gros changement, et ça peut avoir une importance également d'un point de vue monétaire, mais aussi d'un point de vue d'identité, d'un point de vue d'autres innovations finalement dans ce secteur-là. On a aussi différents langages, on a avec ou sans token, même si personnellement je pense que sans token c'est une mauvaise idée, enfin ça serait revenir à une base de données classique. Et enfin, on a un environnement qui est capital, c'est-à-dire les incentives, les motivations qui font que ce système est autonome et fonctionne par lui-même, et n'est pas corruptible, et n'est pas censurable et durable. Donc ça c'est extrêmement important. Généralement c'est parce que le token prend de la valeur, parce que les gens accordent de la valeur au réseau ou ont besoin de s'en servir, et donc ils sont prêts à payer ce droit d'usage sur le réseau. Et enfin il y a la cryptographie, il y a de la cryptographie symétrique, enfin différentes technos, plus des algorithmes de consensus. Donc dans Bitcoin c'est le proof of work, c'est le fait de donner la puissance de calcul pour garantir le réseau. Et s'il y a une communauté importante ou non, parce que la communauté c'est capital. Et Bitcoin a de grandes chances de rester en dehors de ces aspects technologiques parce qu'il a déjà convaincu une grande communauté et qu'une grande communauté le soutient, et que depuis Metcalfe on sait que la valeur d'un réseau est proportionnelle aux utilisateurs au carré, c'est-à-dire que c'est exponentiel. Plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura de difficultés pour que les utilisateurs quittent Bitcoin. Tout comme d'ailleurs des GAFA, hein. On peut penser que maintenant avec la traction qu'est Amazon et l'inertie qu'est Amazon, ce sera très dur de piquer Amazon tous ses clients. Mais pour Bitcoin, c'est pareil finalement. Plus il y aura de gens, plus ce réseau sera fort, plus Bitcoin sera fort, et plus la motivation à rester dans Bitcoin sera forte finalement. Donc vous voyez là qu'on a vraiment un sacré fourre-tout quand on parle de la blockchain ou la technologie blockchain. Il vaut mieux parler des protocoles, parce que finalement la blockchain ça n'existe pas en tant que telle. Elle est forcément spécifiée. Il y a des blockchains qui sont le résultat de consensus, et c'est le consensus qui est capital. C'est finalement par quoi est produit la blockchain, par quelles règles et par qui, de protocoles particuliers et différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des caractéristiques différentes.
que ce soit technique, communautaire ou autre. Mais en tout cas, il faut vraiment ne pas se centrer sur finalement juste ce registre-là, mais se centrer sur tout ce qu'il y a à côté, parce que c'est ça qui le détermine. Le registre, il n'est là que pour inscrire des écritures et finalement graver l'histoire. Donc voilà, c'est quelques protocoles. Bon, il y a Bitcoin, qui a été le premier, comme on l'a vu, qui est amélioré au fur et à mesure par plein d'autres implémentations, notamment en tant que méta-réseau. Il y a Ethereum, c'est le deuxième protocole. Un deuxième plus gros important qui a été créé par Vitalik Buterin et qui a démocratisé l'usage des smart contracts plus libres en tout cas, où n'importe qui pouvait créer n'importe quel programme sur Ethereum. Monero par exemple qui est anonyme, ou une initiative récente, Tezos, qui n'est pas encore sortie en France, qui essaie de mettre la programmation formelle, le langage formel au cœur de sa chaîne pour résoudre les problèmes d'Ethereum. Enfin, en tout cas, il y a des milliers d'autres protocoles et c'est extrêmement foisonnant. C'est une compétition très darwinienne finalement, où les meilleurs seront théoriquement les plus valorisés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet écosystème-là se finance tout seul depuis le début. Alors, les premiers bitcoiners, eux, ont joui du fait d'avoir miné des bitcoins ou d'avoir participé à BitcoinTo et d'en obtenir et de s'enrichir énormément. Et donc de continuer à contribuer à cet écosystème en misant sur d'autres projets, en finançant la recherche et développement, etc., etc. Et là, récemment, enfin, le concept n'est pas très récent, mais très récemment, on a vu exploser les ICO. La Suisse connaît bien les ICO, pour le coup, surtout à Zug. Et on a vu vraiment ce milieu-là exploser. Donc, d'où c'est venu? Alors c'est venu plus ou moins, alors il y a eu avant NXT que je cite un peu comme la première, il y a eu d'autres essais plus petits où les tokens étaient brûlés, ce genre de choses. Mais une des premières ICO c'était NXT, qui est un peu le prédécesseur de Komodo, tant qu'à faire autant en parler, qui avait fait une ICO, vous avez levé à peu près 21 bitcoins, devenu 150 000 bitcoins au pic de 2014 de NXT, de valorisation. Donc une explosion en termes de valeur gigantesque. Et donc petit à petit, ce système a été vu comme un système très intéressant pour financer la recherche et le développement dans ce milieu-là, parce que énormément de gens se sont enrichis et sont prêts à prendre des risques et ont l'habitude d'être responsables et autonomes dans leurs investissements, sans en plus avoir tous les aspects KYC, etc. qui apparaissent maintenant, enfin le fait de devoir donner ses papiers, etc., etc. Il y avait vraiment un aspect Far West, mais qui a permis ce financement-là de s'autofinancer jusqu'à avoir des valorisations assez conséquentes. On est à plus de 100 milliards pour Bitcoin. Donc, petit à petit, il y a plein de gens qui ont fait des ICO, Initial Coin Offering, et en 2016, ça s'est accentué, et là, au premier trimestre 2018, je crois que depuis début 2018, on a 9 milliards qui ont été levés de cette manière-là. Donc 9 milliards de fonds qui ont été transférés plus ou moins de pair à pair, il y a quand même des entreprises maintenant dans le jeu, pour financer des projets innovants dans ce secteur, ou pas d'ailleurs, hein, il y a pas mal de pipeaux aussi, mais en tout cas, il y a eu vraiment il y a une respiration économique qui commence dans le sens où, personnellement, moi je peux en parler en tant que témoin entre guillemets, j'aurais jamais investi dans une entreprise telle que je le fais. Là, j'ai même pas, j'ai tout juste 25 ans, j'aurais jamais investi dans telle ou telle entreprise comme ça. C'est cette fluidité économique qui m'a permis de le faire. C'est parce que finalement j'avais très peu de contraintes et qu'en plus j'avais une espérance de gain directe. C'est-à-dire que le crowdfunding, c'est très sympathique, mais c'est un peu ingrat finalement. C'est-à-dire qu'on va faire le crowdfunding, alors les plus pauvres finalement vont donner pour avoir un gadget en cadeau, et les plus riches, eux, vont faire un tour de venture capital quelques temps après, et eux vont vraiment avoir des actions. Donc c'est totalement injuste finalement le crowdfunding. Et c'est ce qui s'est passé avec par exemple Oculus Rift chez Facebook, qui a été vendu juste après, enfin que Facebook a racheté 3 milliards, je crois, qui était un produit du crowdfunding, et dont toutes les personnes qui ont financé l'Oculus Rift n'ont vu absolument aucun bénéfice, ce qui peut être vu comme un peu injuste. Et là, il y a vraiment un financement qui est très fluide et très facile, qui permet de financer de l'innovation très risquée. Ça veut dire que les projets, souvent, on n'a aucune garantie, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais cependant, ça crée des dangers très forts, parce qu'il y en a beaucoup qui voient une opportunité de lever des fonds sans voir les conséquences. Donc on va créer un token, même s'il n'a aucune utilité, il n'a aucun intérêt, etc. On va essayer de faire en sorte que
lancer son protocole. On peut considérer qu'Ethereum est public et décentralisé, même si certains diront que c'est pas du tout le cas, c'est Vitalik qui tient Ethereum, etc. On peut considérer que c'est un protocole plutôt neutre, même si même moi je suis pas 100% convaincu de la neutralité d'Ethereum, mais on peut considérer que c'est un protocole neutre sur lequel tout le monde peut co-créer, qui est décentralisé, qui est ouvert, etc. Après, il y a des tokens qui sont juste autonomes par leur contrat. Alors, on va créer un contrat autonome sur lequel personne n'a la propriété, qui va s'exécuter tout seul et qui va émettre des jetons qui vont avoir certaines particularités. Et un token représentatif. Donc là, c'est j'ai une boîte, je veux qu'on me paye dans mes boîtes coins, mes XXX coins concernant mon entreprise. Et donc là, j'ai clairement un jeton qui est juste un support pour moi. Donc, vertu nécessité, je pense que les jetons doivent avoir une valeur intrinsèque justifiant leur valorisation. Alors, soit technique, comme dans un protocole, ça veut dire que finalement le jeton dans un protocole, il a une valeur pour sécuriser ce protocole, il a une valeur parce que le protocole est sûr. Donc on a une espèce de cercle vicieux qui fait que ça fonctionne, mais on a un jeton qui est totalement indépendant. Bitcoin ne représente rien d'existant ou de sous-jacent. Bitcoin représente Bitcoin. Bitcoin, c'est un jeton essentiel. Ou des jetons qui auront une valeur juridique parce qu'ils représenteront quelque chose. Mon jeton est une part d'entreprise, mon jeton représente un lingot d'or, mon jeton représente quelque chose d'autre, mon jeton est quelque chose pour mon service, etc. Mais en tout cas, le pont sera juridique. Mais cet entre-deux qu'on a actuellement risque de disparaître plus ou moins. Donc qu'est-ce que ça permet pour l'économie réelle? Quels sont les cas d'usage qu'on peut avoir avec tout ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain pour la région, pour l'économie réelle? Donc déjà, il faut partir du principe que Bitcoin a beau être global, c'est vraiment un objet global. Hein, c'est-à-dire que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, Bitcoin c'est en quelque sorte sur la Lune parce que c'est nulle part précisément, c'est partout à la fois. Mais cependant, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'association, comme Bitcoin est un support qui est global, n'importe qui peut se le réapproprier. Et de plus, son code est libre. Donc nous, avec l'association, voilà, on se le réapproprie en se servant finalement de ces facultés de consensus à toute petite échelle pour gérer notre trésorerie. Mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Donc c'est une nouvelle manière de voir le global avec finalement un peu comme Internet, un support qui est le même pour tous, mais qu'on peut se réapproprier localement. Mais qu'on peut se réapproprier, qu'on peut customiser, parce que finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un protocole, c'est un alphabet, on peut se le réapproprier, on peut construire dessus. Et donc finalement, on va pouvoir avoir énormément d'innovations dans l'économie réelle, avec petit à petit la mise en place d'initiatives ou de services dédiés, et bien sûr d'un cadre juridique adapté, parce que si les entrepreneurs ont peur, ils ne peuvent pas se lancer, si les utilisateurs ont peur, ils ne se lanceront pas non plus. Et ça c'est extrêmement important, de pouvoir, exercer son droit d'utiliser ces protocoles sans avoir peur. Je ne sais pas si en Suisse c'est le cas, en France il y a des gens qui peuvent presque avoir peur d'utiliser Bitcoin tant Bitcoin a eu une mauvaise presse. Donc finalement à ce niveau-là, la question ce n'est qu'une question de temps. Et donc comment on peut finalement participer à l'économie réelle? On peut déjà, je vais commencer par les aspects financiers. Donc là, je vais ouvrir un peu le débat et le sujet. C'est le débat qu'on aura juste après, avec plusieurs catégories de secteurs plus ou moins où l'économie réelle pourrait être touchée par ce nouveau paradigme, ce nouvel écosystème. Donc on a d'abord le financement. Donc on peut financer des entreprises, comme on l'a vu avec des ICO, dans le monde entier. Alors ça c'est assez fort parce que pour la première fois, je peux potentiellement financer un paysan africain, une petite épicerie en Thaïlande ou je ne sais quoi. N'importe qui peut, avec suffisamment d'exposition, se présenter à tous pour avoir de l'investissement, avoir de l'argent. Et ça c'est extrêmement fort même au niveau local parce que ça permet de décentraliser et de déterritorialiser l'investissement local. Souvent, enfin en tout cas c'est plus ou moins le cas en France, mais les subventions sont extrêmement territoriales. Mais là on peut imaginer qu'un partenaire chinois, un partenaire thaïlandais ou je ne sais quoi, qui a un intérêt à subventionner par exemple une usine horlogère en Suisse, pourrait le faire.
Parce qu'elle aura un intérêt à le faire et elle aurait beaucoup moins de problèmes de devises, beaucoup moins de problèmes de transparence, etc. On peut vraiment repenser l'investissement au niveau global, tout en mettant en avant notre côté local. Et c'est ça qui est fort. Parce que l'investissement et la liquidité, c'est un énorme problème. Donc après, il y a tous les aspects monétaires qu'on a vus, parce que si on peut créer des jetons qui sont fiables et infalsifiables, on peut facilement créer des monnaies, ou des simili-monnaies en tout cas, et donc on peut créer potentiellement des monnaies locales. On peut émettre un jeton, lui donner telle propriété, et faire en sorte de dire ce jeton-là, il peut être accepté que ici ou là-bas. On peut vraiment donner, vu que c'est un protocole, on peut écrire toutes les règles de notre jeton. Donc on peut vraiment faire des monnaies assez complexes qui peuvent être utilisées à l'échelle locale. Et on peut également penser à une monnaie étatique. On pourrait très bien avoir un jeton émis par l'État qui va dire, enfin par la banque centrale en question, qui va dire bon, mais 5% de ma masse monétaire, c'est en monnaie numérique. C'est en monnaie numérique décentralisée. Et admettons, les notaires, les huissiers, les assureurs, des commerçants deviennent les nœuds de cette monnaie-là dans un système de consensus avec de la délégation, quelque chose comme ça. On peut vraiment tout imaginer, vu que on peut tout programmer. C'est ça la force de ces protocoles-là. Après, on va pouvoir avoir aussi des monnaies pleines, parce que finalement, tous ces jetons-là, ils sont essentiels, comme on l'a dit, comme Bitcoin. Ils existent par eux-mêmes et dans eux-mêmes. Ils ne sont pas forcément la représentation de quelque chose. Donc, on pourrait très bien penser à aussi l'émission d'une nouvelle monnaie, carrément, pas juste une représentation d'une monnaie. On va pouvoir titriser beaucoup de choses aussi également. On va pouvoir facilement créer des titres ou les représenter, du moins. Actuellement, dès que vous avez une petite entreprise, c'est pas forcément facile pour pouvoir céder les parts de votre entreprise. Il y a très peu de liquidité sur le marché des TPE-PME. Avec tout ça, on pourrait en créer au niveau local finalement, et même au niveau national. Hein, ce sont les TPE-PME qui font vivre les pays. Et on pourrait ajouter énormément de liquidité dans ces marchés-là. Ça veut dire qu'on peut potentiellement être actionnaire de sa boulangerie et avoir des réductions sur les croissants. C'est une possibilité. On peut vraiment commencer à repenser l'économie en tant qu'agent économique, participant sans cesse à toute l'économie qui nous entoure. Enfin, il y a des prêts, on peut faire des prêts en pair à pair, on peut revenir aussi à une économie où on va moins faire de réserves fractionnaires, on va moins inventer de la monnaie qui ne repose sur rien, mais on va tout simplement déplacer les flux monétaires qui sont inutiles ou autres. Et ça, on peut le faire également de manière beaucoup plus facile en crypto, parce on peut potentiellement gager n'importe quoi si on arrive à faire des liens entre le physique et le numérique. Et en plus, on peut automatiser tout ça. Donc on va pouvoir aussi du scoring petit à petit des utilisateurs, on saura si quelqu'un est fiable ou pas pour faire un prêt. On a tout un monde réputationnel qui peut aussi émerger tout en protégeant la vie privée de l'utilisateur. Il y a tout ce qui est jumelage et internationalisme, donc ça c'est ce que je vous disais. On peut par exemple, une entreprise où que ce soit dans le monde pourrait directement travailler avec une autre entreprise sans aucun frais et en pouvant même avoir un portefeuille commun ou ce genre de choses. Donc on a vraiment une logique on peut vraiment faire de la coopération internationale comme on l'a jamais fait actuellement, parce qu'on peut le faire extrêmement facilement. Et on peut le faire en circuit direct, sans avoir des intermédiaires, de la captation, etc. Même si il y aura toujours les problèmes juridiques et légaux qui ne seront jamais bien loin. Donc après, il y a beaucoup de domaines touchés d'entreprises. Donc là, j'en ai pris quelques-uns, mais donc par rapport à l'industrie, on a le minage qui peut être un enjeu de souveraineté et qui peut concerner absolument tous les États du monde qui voudraient participer finalement à l'entretien de ces réseaux-là. Mais ça peut être autant de la souveraineté étatique que de la souveraineté populaire. On peut très bien penser à des citoyens qui se regrouperaient entre eux pour réussir à peser un petit peu dans un réseau. Mais ça va sûrement avoir une importance, parce que plus le consensus sera distribué à travers le réseau, plus les réseaux seront sûrs et plus les réseaux seront incorruptibles. Enfin, il y a tout ce qui est de l'énergie, ça veut dire qu'on va pouvoir relier finalement ces réseaux-là à des réseaux de distribution énergétique, et si on arrive à faire ce lien également, on va pouvoir enfin avoir de l'énergie au compte-gouttes qu'on pourrait s'échanger avec son voisin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, petit à petit, si on devient des producteurs, en même temps producteurs et revendeurs d'électricité,
mais on va pouvoir chacun être producteur-revendeur et finalement s'échanger de l'électricité, mais pour ça il faudra bien des normes finalement, des normes pour réussir à organiser tout ça, et grâce à ces protocoles-là, on va pouvoir les avoir, parce qu'on aura des normes communes d'échange de la valeur. Et c'est ça finalement qu'ont créé tous ces protocoles-là. Donc on a également la traçabilité qui va pouvoir être effectuée, donc ça c'est on en parle souvent quand on parle des protocoles à blockchain. Tous les enjeux en termes de traçabilité n'ont pas encore été résolus, mais en tout cas, on risque sûrement d'arriver à avoir des modèles de traçabilité intéressantes, et là je pensais par exemple aux montres, ou à la micromécanique dans le canton, qui peut bénéficier de ce genre d'expérimentation actuelle et de mise en place future. Il y a tous les modèles mutualistes. On peut très facilement faire une mutuelle, parce que finalement, qu'est-ce qu'une mutuelle si ce n'est une mise en commun avec un quorum? Eh bien, dans le cas de Bitcoin, on peut le faire très facilement. Dans le cas d'Ethereum, on peut le faire très facilement. Donc, sur ces protocoles-là, on peut très facilement avoir des modèles mutualistes. On peut facilement mettre en commun en définissant des règles de gestion commune. Et donc on a ce qu'on appelle plus ou moins les DAO, les organismes décentralisés autonomes, et on va pouvoir faire ce genre d'organismes, et bien, on peut très bien penser que ça peut redonner un regain de vie aux associations locales. On peut très bien penser que ça va permettre par exemple à des paysans de se remettre ensemble pour leur mutuelle au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre, peut-être recentrer certains commerces, certains business à l'échelle locale qui s'étaient internationalisés parce qu'il n'y avait pas assez de fonds, parce que c'était dur à organiser ou autre. En tout cas, il y a plein de secteurs comme ça qu'on va pouvoir retisser du lien. Parce que, en tout cas, si on ne se relocalise pas, on retissera du lien ensemble, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est purement des réseaux. Donc ce n'est que des histoires de liens. Et enfin, je pensais aussi à la Suisse, parce qu'il y a énormément d'enjeux en termes de vie privée actuellement. Beaucoup d'entreprises numériques vont en Suisse pour leur data center en termes de loi sur la vie privée, qui est plutôt intéressante, comme ProtonMail ou ProtonVPN. Et donc, il y a peut-être tout un enjeu en termes de données de stockage décentralisées, avec, si entre guillemets les organismes ou les fondations, ou en tout cas les recherches sur ce sujet se font en Suisse, ça pourra bénéficier peut-être d'une confiance un peu supplémentaire dans l'intention de ces gens-là, ou dans peut-être la mise en place de ces solutions, parce que la Suisse a plutôt une bonne réputation en termes de vie privée. Donc après, comme je vous le disais, ces technos-là sont globales, donc finalement ce qui fera qu'une technologie ira à tel ou tel endroit, ou du moins les défenseurs de technologie ou les organisateurs de cette technologie, c'est l'attractivité du pays. Et après, tout ce qu'on pourra faire, c'est uniquement utiliser ces technologies, les rendre accessibles au public pour qu'elles soient utilisées localement. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que toutes ces technos, elles, restent à l'échelle internationale. Après, on a un dernier enjeu qui est extrêmement grand au niveau local, qui n'est pas que économique, c'est l'enjeu de la citoyenneté, avec une gestion de l'identité qui peut radicalement changer. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en tout cas dans la majorité des pays du Nord, on a une totale, on délègue totalement nos identités aux géants tels les GAFA. On leur donne tout pouvoir sur notre identité numérique. On n'a quasiment aucune propriété de notre identité numérique. On peut d'accord réclamer nos données à Facebook, super, mais en attendant, je les possède toujours pas, j'en ai juste connaissance. Et là, on va pouvoir peut-être s'émanciper petit à petit en termes d'identité et se réapproprier notre identité. Et ça change tout. Typiquement, une monnaie locale, qu'est-ce que c'est sinon une vérification d'identité ? Quand j'utilise une monnaie locale complémentaire, je vérifie juste l'identité de la personne. Je vérifie qu'elle est bien locale et qu'elle va bien dans un commerce local. C'est deux jeux d'identité qui parlent entre eux. Finalement, le jeu monétaire n'est pas très important là-dedans. Si ce n'est qu'on va faire une réduction ou autre. Mais ça, ce passage-là du protocole, entre guillemets, il est plus identitaire que monétaire. Donc l'importance de l'identité, elle est capitale dans nos relations entre nous. Et en plus, avec des systèmes d'identité fiables, tout en respectant la vie privée et plutôt anonyme, on va même pouvoir coopérer, et ça se voit déjà dans le monde du Bitcoin, la réputation juste avec un pseudo. On va pouvoir coopérer à un niveau international avec des anonymes, avec des enjeux colossaux, sans avoir aucune crainte, parce qu'on saura que c'est fiable. Donc sur l'identité, il y a un énorme enjeu à saisir, et là je l'ai juste introduit pour qu'on puisse même en discuter tout à l'heure.
Ensuite, il y a les aspects politiques. Qu'est-ce qu'un vote si ce n'est une transaction? Un vote, c'est finalement donner une voix à quelqu'un, donc c'est transmettre une voix à quelqu'un, et donc pourquoi ça ne serait pas transmettre un token? Sachant qu'on sait faire des protocoles qui garantissent l'anonymat des personnes qui votent, on peut très bien penser réussir petit à petit à créer des protocoles de vote, et donc on peut avoir finalement une révolution plus ou moins enfin peut-être pas en Suisse parce que la démocratie directe est assez forte en Suisse, mais en tout cas dans beaucoup d'autres endroits du monde, on pourrait avoir plus de participation démocratique et une démocratie beaucoup plus directe, où on pourrait répondre à des questions beaucoup plus souvent, participer beaucoup plus souvent, notamment à cause de cette contrainte technique que sont l'organisation des élections, leurs coûts, etc., etc. Là, il suffirait d'un smartphone et on aurait quelque chose que tout le monde pourrait vérifier, avec des signatures électroniques que tout le monde pourrait vérifier, un code source que tout le monde pourrait aller voir. Et donc, c'est aussi rentrer dans une nouvelle société. Aujourd'hui, tous les stats concernant la défiance sont en augmentation drastique, et on pourrait peut-être réentrer dans une société de la confiance grâce à des protocoles qui sont sans confiance ou sans foi, qu'on appelle trustless. Finalement, tous ces protocoles, on a besoin de croire personne pour effectuer des opérations, mais ça nous redonne confiance aux autres, parce que finalement, on arrive de nouveau à coopérer, à communiquer, parce qu'on a un protocole fiable, et on n'a plus de personnes sur lesquelles on doit forcément compter. On sait que l'exécution de nos opérations va bien se passer, donc on peut de nouveau se faire confiance. Et ça, c'est capital également de pouvoir de nouveau se faire confiance. Il y a tout ce qui est transparence des comptes publics, il y a en termes politiques bien sûr la gestion de l'identité aussi qui est importante, mais en tout cas il y a énormément d'enjeux comme ça politiques sur lesquels ces protocoles-là vont pouvoir avoir beaucoup de changements. Donc en conclusion, tout comme Internet à son époque, on ne sait pas trop ce que deviendront demain ces protocoles et comment nous les utiliserons, parce que finalement, en 2000, celui qui pouvait décrire l'Internet actuel, bonne chance, parce que c'était quand même pas évident. On a finalement découvert ce qu'est l'utilisation d'Internet actuelle il y a finalement 4, 5 ans, voire 10 ans maximum. Mais on aurait pu très difficilement le prévoir avant. Alors je pense que c'est un peu pareil pour cet écosystème-là. On peut imaginer plein de choses, mais on aura toujours du mal à voir les véritables applications qu'il y aura demain. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut bien sûr réfléchir au sujet, mais on peut surtout expérimenter. Donc pour faire avancer les choses, il faut expérimenter, il faut aller de l'avant, donc s'approprier tous ces nouveaux concepts, ces nouveaux objets, bidouiller avec, avoir un peu un esprit de hacker, et ça passera par l'expérience utilisateur par la suite, donc le fait de rendre les choses lisibles et accessibles à tout le monde. Et également par l'invention de services forts et par l'intervention des communautés qui doivent être stimulées, qui doivent co-créer ensemble, recréer des réseaux forts. Donc l'avenir est radieux, à nous de le saisir. Merci pour l'écoute.